D'entrée, il va falloir situer le débat. Le chef de l'État, dans son projet de société, avait bien voulu faire du système partisan ou de sa réforme une priorité. Il s'agissait pour lui d'aller non seulement vers l'assainissement du paysage politique, mais de procéder également à la clarification de la classe politique. Nous en étions là lorsque les débats ont eu lieu très tôt, en 2018. En 2018, beaucoup ont parlé d'exclusion. Nous avons eu cette loi, mais nous avons également eu l'intervention du certificat de conformité. Le certificat de conformité qui était, pour la plupart des observateurs, des analystes futés de la chose politique au Bénin, qui était un critère de présélection par l'administration des éventuels ou des potentiels candidats aux élections. Nous avons constaté avec cette décision de certificat de conformité une assemblée, avouons-le, une assemblée monocolore avec à la clé des soubresauts et qui ont failli faire basculer le pays dans le déluge. Nous avions déploré en 7 ans, nous avons déploré des décès, nous avions eu des arrestations, nous avions eu beaucoup de Béninois qui étaient obligés de se cacher pour vivre. Vaille que vaille, la 8e législature a fonctionné, non pas avec une légitimité comme on devrait l'avoir, mais avec une légalité qui s'est étiolée dans le temps, puisqu'on a vu une tétanisation du jeu politique, contrairement à ce qu'on avait vécu avec les acteurs politiques de la trempe d'Albert Tevoidjre, de la trempe de Jean-Marie Zohon, de la trempe de tous ceux-là. Je veux parler de Eric Mouloté lorsque il était dedans, Lazare Serhuitor et autres. Mais nous avions vu l'arrivée des aventuriers politiques qui étaient de la société civile, mais qui ont opéré un diktat de manière majestueuse sur la chose politique et se sont retrouvés de la société civile au fronton de la chose politique. Et c'est là le hic. Tout simplement parce que, n'ayant pas un parcours politique digne du nom, n'ayant pas appris la politique en tant que telle au niveau des écoles, se retrouvant, parce que proche du chef de l'État, se retrouvant au cœur du jeu politique, ils ont voulu non seulement trop servir le chef de l'État, mais ils ont voulu se faire une place au sol. Ce diagnostic que vous faites n'est-il pas trop sentencieux? Je viendrai tout à l'heure pour vous dire que on ne pouvait pas faire des omelettes sans casser des œufs. Le chef de l'État, lui, il avait des objectifs à atteindre, des objectifs qui avaient des soubassements fondés. Parce qu'on avait un pléthore de partis politiques. On avait des associations de développement qui se transformaient à la veille des élections en partis politiques. On avait des marchands politiques. On avait des acteurs politiques qui étaient déconnectés de la base et qui n'avaient pratiquement pas de projet de société, qui n'arrivaient pas à impacter positivement l'opinion individuelle et collective des populations de manière à les amener à engager un processus d'établissement de contrat social avec eux. Donc on n'a jamais eu de contrat social. Nous avions eu des élus qui étaient déconnectés, qui s'occupaient des enterrements, qu'on voyait à l'inauguration des chrysanthèmes, qu'on voyait lors des fêtes identitaires, qu'on voyait jouer les beaux, les grands, les gros messieurs, exposant ces bombances au niveau de leur communauté, mais on n'avait pas d'impact non seulement sur l'acceptation des populations de leur politique de développement, mais également sur l'adhésion des populations à leur projet de société, s'agissant des présidentielles, et à leur projet de législature, s'agissant des députés. Donc, pour en venir à la situation actuelle, n'oublions pas que nous sommes dans une dynamique de réforme du système partisan, mais également nous sommes dans une atmosphère de rejet de la recevabilité du projet de révision de la Constitution, communément dénommé Hassan Seibou. Et
on a vécu une ambiance viciée au Parlement, où on a eu des envolées lyriques, où il y a eu des menaces, où il y a eu « vous n'avez pas voté pour la recevabilité, nous allons vous montrer de quoi nous sommes capables ». Mais malheureusement, le chef de l'État qui devrait être au-dessus de la mêlée, et comme il le fait très bien, s'occuper des questions de développement, parce que là, je rappelle, dans la balance, mettons tous les présidents qui ont dirigé ce pays depuis l'indépendance d'un côté et de l'autre côté, Patrice Talon a battu le record. Là, il faut le reconnaître à César, ce qui est à César. Mais politiquement, on a comme l'impression que le chef de l'État ne devrait pas s'impliquer. Il ne devrait pas donner l'impression aux populations qu'il a choisi un camp. La réforme du système partisan le lui interdit également. Donc, il ne Est-ce que justement la réforme du système partisan tel que imaginé n'est pas l'émanation, pas celui-ci, pas le code qui vient d'être voté, mais le candidat Patrice Talon était déjà porteur de ce projet de société, à savoir assainir le paysage politique, parvenir à de grands ensembles politiques pour faire du Bénin un ferment, un terreau de la démocratie tel qu'on le voit dans d'autres pays. Oui, on ne décrète pas l'avènement des grands partis politiques. D'accord. Nous avions procédé, qu'on le veuille ou non, avec un mécanisme d'exclusion tacite, nous avons procédé à l'avènement de manière mécanique de deux grands ensembles politiques qui n'ont pas pu, tout au long des élections qu'on a obtenues, qui n'ont pas pu mobiliser 2 électeurs sur 10. Donc fondamentalement, nous avions eu des acteurs politiques qui, étant légalement établis, mais n'arrivaient pas à renforcer leur légalité par une légitimité populaire. Donc on a constaté un désamour du peuple vis-à-vis de la chose politique. On a constaté un confort. On a vu la plupart des députés de la 8e législature qui s'étaient installés dans un confort. Et c'est difficilement qu'on voit qu'ils doivent sortir de ce confort. Avec l'arrivée des démocrates, on les voit bousculer, encore que les démocrates, fondamentalement, ne sont pas arrivés sur la base d'une offre politique outre. Les démocrates ont surfé sur les errements, les égarements des 2 partis politiques qui avaient été créés mécaniquement pour régler un problème de pluralité, soi-disant. Alphonse Moïse Soulé, on va parler des acquis. Et bien sûr, des implications, forcément. Quand il y a un nouveau test, il y a forcément des implications. On va d'abord mettre l'accent sur les acquis de ce nouveau code électoral. Est-ce que selon vous, on peut se targuer d'avoir connu une forme de progrès dans la réflexion en ce qui concerne le code de maintenant par rapport au code de 2019? Quand moi j'ai lu d'abord l'article 40, je constate que désormais, au niveau de l'article 40, nouveau, on renforce la discipline de groupe. Désormais, le chef de parti politique peut s'imposer à qui il veut. Quand vous voyez l'ordre d'organisation des élections, c'est clair. On dit qu'il faut déposer le dossier du duo 180 jours avant la date de l'échéance. Pour les maires, c'est 65 jours. Pour les députés, 60 jours. Ça veut dire quoi? Si au moment où on doit déposer le dossier pour le duo, un député, un maire s'oppose à la remise de son parrainage à qui on veut, il sait que dans l'élaboration de la liste, il ne sera pas positionné. Je ne sais pas si les députés, que ce soit les députés de l'opposition de la mouvance, ont compris ça. C'est-à-dire qu'on a dit désormais, vous parrainez le candidat indiqué par votre parti. Ça veut dire quoi? Si vous n'êtes pas d'accord, vous refusez de remettre votre parrainage pour le duo, à l'élaboration de la liste, on va vous botter à la touche. Je me suis dit, mais est-ce que ces députés-là, en votant cet article 40 nouveau, ont pris conscience qu'ils sont sur des sièges éjectables? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'idées contraires à développer dans le parti politique. Et quand vous faites le calcul avec la base de 28, en tenant compte de ce qu'ils ont appelé accord de gouvernance, maximum on aura 4 duos pour la présidentielle. 1 de l'opposition, 3 de la mouvance, c'est-à-dire que le BR, avec ses 8 députés, peut parrainer un qu'on appelle un duo, et le reste des maires, des députés peuvent s'associer par accord pour avoir un 3e duo. Donc ça me pose un problème. Deuxième chose, écoutez, on a parlé de parrainage. J'ai vu un duo dans ce pays avoir des parrainages, mais qui n'a pas dépassé le seuil de 3%. Ça pose un problème par rapport au parrainage. Les députés, quelle envergure ils ont?
est-ce que ces députés qui ont parrainé, parce que quand je parraine un duo, c'est une responsabilité pour moi. Donc j'ai l'obligation de descendre sur le terrain pour faire la campagne pour mon duo. Sinon, mon parrainage n'aura aucun sens parce que c'est une responsabilité. C'est moi qui ai accepté pour qu'il soit candidatable. Et s'il est candidatable, pas ma caution, c'est que sur le terrain, je dois pouvoir travailler pour que ce duo-là évolue. Ça ne s'est pas passé comme ça. Attribution, on en dit 10%. Vous avez vu tout ce que ça a posé comme problème. Maintenant, on passe à 15%. Ça veut dire quoi? Que désormais, le critère de sélection a été corsé. Et j'avais déjà dit... 15% du nombre de parrains. Oui, c'est passé à 15%. Absolument. C'est déjà à 10% déjà en 2021. Vous avez vu toute la difficulté que certains duos ont eu à avoir le parrainage. Il y a la difficulté. Des gens ont promis au dernier moment. Maintenant, ce n'est plus que... C'est là un peu. Ce n'est plus le député qui décide de choisir qui va parrainer. Son parti lui impose. Parce que si, je prends comme ça, aujourd'hui nous savons que LD est dirigé par le président Bouni. Si le bureau de LD impose un duo et que vous refusez, dès qu'un député de LD refuse de donner son parrainage, c'est que le duo là est à terre, théoriquement. Est-ce que LD sera obligé d'aller faire un accord de gouvernance avec la mouvance? Ça va poser problème. C'est la juste limite pour qu'on appelle le BA des maires. Ça peut sauver le BA des maires, mais les LD n'en ont pas. Donc je dis, ça met davantage en insécurité politique les élus. Donc aujourd'hui, moi j'ai mon... c'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, on fait de la politique, mais c'est une loi. L'article 40, je voudrais que les gens relisent après le vote. Maintenant, la seule personne qui pourra sauver encore ces députés-là, ces rebelles, c'est encore le chef de l'État, qui pourrait éventuellement demander une seconde lecture par rapport à un certain nombre d'innovations. Si le chef de l'État lui-même n'est pas convaincu, il demande qu'on fasse une nouvelle lecture. Frédéric François Congo, est-ce que tu parles, ce code n'a pas vocation à ce que ceux qui aspirent à diriger le pays aient quand même de solides appuis politiques? Ben, ça c'est vrai, il y a des avancées notables. Il faut le reconnaître. Ne pas le reconnaître, c'est bafouer le travail intellectuel effectué par quelques éminences grises, même si j'insiste pour le dire, qu'il y a des aventuriers. Quand je dis aventuriers, on ne peut pas déserter l'univers de la société civile et s'improviser politicien et penser faire autant plus que les autres. Par ailleurs, avant de bien devenir sur les acquis, de parler des manquements qu'on pourrait être amené à corriger. Je vais aller très vite, à toute fin utile. S'il vous plaît, Médéric, on va y aller étape par étape, step by step, comme le disent les Anglais. On va d'abord parler des acquis, parler plus tard des manquements, et donc parler des implications. Donc, si vous le permettez bien, continuez avec les acquis. Avec les acquis, je pense qu'aujourd'hui, le député ou le députable ou le présidentiable est obligé de se rapprocher des électeurs, être obligé de rentrer dans un contrat social avec les électeurs, être obligé d'établir une plateforme évaluable, quantifiable dans le temps avec les électeurs, être obligé de descendre régulièrement, pas seulement lors des cérémonies d'enterrement, pas seulement des fêtes identitaires, mais sera obligé d'avoir un bureau, comme on le constate déjà pour certains députés, et d'avoir une permanence pour recueillir les problèmes de manière à les transformer ou en proposition, ou tout simplement, s'il est membre du gouvernement, s'il est proche du gouvernement, à aller vers des projets de loi. Nous avions connu ici, rappelons à toute fin utile, la renaissance du Bénin avec l'appel du Goro. La renaissance du Bénin n'a pas subsisté au départ du pouvoir Soglo. Nous avons connu ici l'UBF avec le président Mathieu Kérékou, avec le maestrat de ces responsables de ce mouvement. Je veux parler du doyen Akines et du doyen Amoussou Bruno. Nous avons connu le FCBE avec Yahi Boni. Nous devons avoir des réformes qui résistent aux vicissitudes politiques. Et quand on voit les partis politiques tels qu'on a aujourd'hui, est-ce que ces partis politiques sont constitués sur la base des affinités idéologiques? Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui qu'on a la droite, la gauche et les centristes? Ce qu'on avait déjà commencé par avoir avec l'UN, avec le PRD et la Renaissance du Bénin.
en ce moment? Est-ce qu'aujourd'hui on peut me dire qu'au sein du BR, il n'y a que des gens qui maîtrisent le libéralisme économique et qui ont du répondant pour défendre des projets du libéralisme économique comme on le constate aujourd'hui avec le chef de l'État? Est-ce qu'au niveau de l'UP qui est progressiste, donc qui doit être ancré sur la social-démocratie, est-ce que la plupart des députés de l'UP maîtrisent les fondamentaux même de la social-démocratie? Voilà le problème et voilà le nœud gordien de la chose. Les réformes sont inhérentes à toute œuvre humaine et elles sont perfectibles dans le temps. Et nous devons agir aujourd'hui pour que lorsque notre président arrive demain, qu'il ne mette pas en cause tout ce que nous faisons aujourd'hui. Parce que c'est avec... Est-ce que c'est pas à cette assise pour politique que ce code invite justement que les partis puissent résister même au départ des leaders qu'ils soutiennent? Oui, je l'aurais souhaité, mais quand je vois aujourd'hui les 3 partis politiques qui sont au Parlement, que valent-ils exactement? Lorsque déjà les 2 premiers partis UP, UR, n'ont pas pu, au cours des différentes élections, 2019, 2020, même si en 2020 on a amené d'autres partis politiques, je veux parler de l'UDBN, je veux parler des FCBE, je veux parler du PRD, je veux parler du MOEL, même si on a amené tous ces partis politiques, n'ont pas pu mobiliser, parce que le fondamental c'est quoi? Lors des élections de 2019, qui sont, quoi qu'on dise, exclusives, l'enjeu était au niveau du taux de participation, pour une légitimation du choix justifié du chef de l'État. Parce qu'on peut faire qu'avec ceux qui existent, on peut faire avec ceux qui sont disponibles. On ne peut pas faire avec ceux qui ont choisi de faire la politique de la chaise vide, ou qui ont voulu, par l'abstraction, vouloir tirer le peuple et peut-être aller vers une insurrection générale. On ne pouvait pas le faire en ce moment. Le chef de l'État était le seul responsable et il a pris la décision qu'il fallait en ce moment d'aller aux élections législatives avec les acteurs qui étaient présents, d'ouvrir le jeu au niveau des élections municipales avec les autres partis politiques qui ont été autorisés. C'est vrai qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas participer au jeu. Il y en avait qui avaient toute une autre conception de la réforme du chef de l'État. Et lui, il a un mandat à faire, sinon 2 mandats, et il va rendre compte finalement au peuple. Aujourd'hui, au niveau du code, les acquis sont là. Mais on a comme l'impression qu'on a une fixation par rapport aux taux qui ont été augmentés. Et il y en a même qui mettent... Est-ce que ça vous égratine? Est-ce que ça vous dérange? Non, du tout pas. Moi, je suis un analyste. Je n'ai la carte d'aucun parti politique. Et à l'expérience, je puis vous dire qu'en tant que journaliste, objecteur de conscience, il est risqué de prendre position dogmatique. Parce qu'il y en a qui sont payés pour le faire. Il y a des propagandistes du pouvoir. S'il y a un débat de propagandiste, ça c'est autre chose. Mais s'il y a un débat d'analyste, nous devons à la réalité des faits nous ressourcer dans le passé, tabler sur les éléments actuels et nous projeter dans le futur pour que la postérité nous trouve raison. C'est en cela que je dis que lorsqu'on voit les acquis du code, nous sommes heureux en tant qu'analystes, observateurs de la vie publique, politique de ce pays depuis plus de 30 ans. Nous sommes heureux de constater aujourd'hui qu'on a légiféré pour la postérité dans plein de cas, mais on a comme l'impression que par rapport au parrainage, il y a une fixation, tantôt autour de OBE, il faut le dire, il y a une fixation, oui. Nous sommes les relais. On va éviter. Nous sommes les relais du peuple. On va éviter. Nous sommes au sein du peuple. Si vous permettez, Médéric. Je vous en prie. On va éviter, d'accord, de citer des noms. Déjà de citer des noms, mais aussi de faire des affirmations sur des choses qui ne sont pas vérifiables. Ni vérifié. Bon, écoutez, nous avons suivi le compte rendu. Nous avons suivi les interventions de certains députés. Vous n'avez pas voulu de la recevabilité. Eh bien, nous allons vous le faire voir au niveau du code. Donc, je vous dis, il y a des acquis. Des acquis qui sont de l'avis de tout le monde, de l'avis de la plupart des Béninois. Est-ce que vous pensez qu'avec ce code, on met fin à la transhumance politique? Évidemment. Évidemment, moi je m'attendais à cela. Mais j'aurais aimé qu'également dans le code, qu'on fixe le taux de participation qui pouvait nous permettre de valider une élection. Sinon qu'on pouvait rendre l'élection obligatoire, comme cela se fait dans certains pays de l'Amérique latine, où on confond la carte d'électeur à la carte d'identité. Tu dois aller voter, même si tu dois voter nul, il faut voter. Donc le problème de taux de participation ne se poserait pas. Pourquoi n'a-t-on pas mis dans le code, par exemple, n'a-t-on pas parlé de projet de société, de la qualité du projet de société? On a parlé de tout. C'est vrai, il y a des acquis, mais on n'a pas parlé de l'essentiel dans le code. C'est en cela que je dis que, parce que c'est l'argent du contribuable qui paye nos députés,
On ne doit pas être fixé dans le temps, on doit voir plus loin que le bout de notre nez. Nous l'avions vu en 2018, où on nous a amené un code électoral. Mais au beau milieu du processus des municipales, on a arrêté le processus pour aller vers une loi complétive et explicative. Dites-moi aujourd'hui, les premiers maires qui ont été élus et les deuxièmes maires, les autres maires qui ont été désignés, lesquels sont des maires légaux? Il faut qu'on fasse attention quand nous parlons. Reconnaître le duo avant ne veut pas dire qu'il est légitime, que c'est le duo qui émane de la volonté du parti politique. Parce qu'on ne me donne pas la possibilité en tant que député, en tant que maire, de donner mon parrainage à qui je veux. Il a parlé de programme d'activité. Vous allez me dire qu'on attribue les parrainages au duo en tenant compte Non. Si le président du parti politique nous impose un duo, en tant que membre du parti politique, nous sommes obligés de donner notre parrainage. Mais si nous ne donnons... Attention, quand vous parliez, quand je ne vous ai pas perturbé. Parce que le chef de l'État, on a vu ici en 2021, le duo de FCBE, vous avez vu comment ça a été contesté? Est-ce que les membres de la FCBE étaient d'accord avec le duo choisi? Ils n'étaient pas d'accord. Même le duo du parti, les démocrates étaient... Même chose. Donc, ça veut dire quoi? Que celui qui est à la tête du parti peut choisir d'imposer un duo à son parti. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous refusez de donner votre parrainage, on va vous régler vos comptes après, parce qu'il y a des listes au niveau des législatives, des municipales qui sont installées. Vous n'êtes pas un membre discipliné, on vous règle vos comptes. Je suis d'accord. Je n'ai pas dit de ne pas connaître les duos, mais il faut que les duos dégagés au niveau des partis politiques soient des duos consensuels. Il ne faut pas que le chef de parti politique impose aux gens, parce qu'on a dit, vous êtes obligé de parrainer le duo indiqué par votre parti. C'est ce que je dis. Parce que, écoutez, combien de membres de partis politiques, disons les choses clairement, moi je ne suis pas membre de parti politique, les gens sont dans les partis politiques, ils ne connaissent pas l'idéologie de leur parti, ils ne connaissent pas les textes qui régissent le fonctionnement de leur parti, ils ne connaissent pas le programme d'activité du candidat qui veut le parrainer. Ça, c'est pas de la politique. Donc je dis, on a fait, est-ce qu'on a évalué? On a dit 10%. Est-ce qu'on a évalué? On n'a pas évalué, mais voilà, on porte le taux à 15%. Moi, je dis, chaque fois que vous introduisez une réforme, et je l'ai toujours répété, à un moment donné, il faut évaluer quelles sont les forces et les faiblesses de la réforme introduite. Si on n'a pas évalué et que voilà, on passe à 15%, moi, ça me pose un problème. Moi, je n'ai pas... Les partis sont libres de choisir leur duo. Mais il faut dire que ça soit des duos et consensuels. Parce que si moi, en tant que député X, je donne mon parrainage au candidat Y que je n'aime pas, que je ne supporte pas, que je ne trouve pas capable de porter les idéaux de mon parti, mais voilà que mon parti m'oblige à le parrainer. Qu'est-ce que je veux faire? D'accord. Je crois qu'en fait, nous ne nous contredisons pas. C'est l'exigence de la démocratie au sein des partis. Vous savez que dans les grands partis de démocratie ancienne, vous ne voyez pas, par exemple, un candidat choisi par le parti et que des élus votent pour d'autres personnes. C'est un processus. Bon, donc, il faut faire les primaires. C'est pourquoi il a dit... Il faut faire les primaires. Oui, je parle de... jamais fait les primaires ici dans les partis pour désigner les candidats. C'est à nous de... En fait, nous éclairons, en fait, les acteurs politiques de la nécessité de démocratiser le fonctionnement des partis politiques afin que les candidats qui seront choisis soient des candidats... Le code devait déterminer les conditions dans lesquelles on va choisir le duo. Le code ne peut pas tout dire. Ah, d'accord, ça c'est important. Mais le code fait l'exigence au moins d'une démocratie à la base. Et vous savez qu'à travers les structures de base, parce que je crois que les gens se concèdent, avant qu'on en vienne à la direction exécutive nationale, c'est qu'il y a des paliers qui ont été franchis pour qu'une décision soit prise. Et puis le choix d'un candidat à une présidentielle, ce n'est pas un truc aléatoire. C'est un truc très sérieux parce qu'il engage la vie du parti pour des avenirs et des lendemains. Mais vous étiez là quand on a voté en 2021, hein? Vous avez vu comment c'est que ça passe. Il faut toujours tirer les leçons du passé. En fonction on n'a pas toujours dit dans quelles conditions on va retenir les duos. On n'a pas jamais dit ça. S'il y avait un sifflet, j'aurais sifflé une pause fraîcheur, un cooling break pour que nous puissions évidemment nous refaire une petite santé. Le temps pour moi de me tourner à présent vers Médéric François Gongo pour parler d'un dispositif contenu désormais, ou d'une disposition, j'allais dire, contenu désormais dans le nouveau code électoral, l'accord de gouvernance. Est-ce que quelque part, ce n'est pas une brèche laissée ouverte pour, au cas où on sait que les autres dispositions du code sont quand même un peu corsées, et donc on ouvre une vanne pour permettre quand même aux partis politiques de pouvoir se mettre ensemble, pas en alliance, mais se mettre ensemble, avoir un accord de gouvernance au Parlement. À ma lecture, au seuil de lecture de la plupart des Béninois, l'accord de gouvernance n'interviendra qu'après, mais pas avant
La composition des... Non. Et l'accord de gouvernance législative interviendra après, pas avant. Et donc, les partis politiques qui sont par exemple de la mouvance ne peuvent pas avoir un accord de gouvernance avec les partis politiques qui sont de l'opposition. Et c'est en cela que je dis, c'est bien pensé pour laisser une fenêtre, rendre un peu non limitatif un peu le système de parrainage et ne pas confiner la vie politique du pays dans les mains des partis politiques dont la légitimité s'étiole de jour en jour, parce que la plupart de ces partis... Pour donner un petit éclairage sur l'accord de gouvernance, il s'agit aux partis politiques qui se revendiquent du même bord de pouvoir mettre leur suffrage ensemble lorsqu'aucun des partis politiques n'a 20%, mais au moins 10%. Donc de pouvoir combiner leur suffrage et de faire un accord de gouvernance. Bon, là, ça se dit que ça vient avant. Bah, si ça vient avant, ça règle le problème. Mais j'ai cru entendre hier, en suivant l'une des voix autorisées du Parlement, membre du bureau du Parlement, sur une chaîne privée de la place, que l'accord de gouvernance devrait intervenir après. Donc, il va falloir qu'on essaie nous-mêmes, en tant qu'analystes, essayer de voir un peu de quoi cela retourne. C'est pour cela que je dis qu'il faut, en amont, un travail d'appropriation des textes, d'où un consensus, ainsi que le chef de l'État l'a bien voulu. Mais lorsque on veut, quelle que soit la qualité de la semence, lorsque l'on veut la planter sur un terrain de méfiance généralisée, comme nous sommes en train de le vivre aujourd'hui au Bénin, nous avons des bons produits politiques, mais que certains empêcheurs de tourner en rond, certains pêcheurs en eau trouble arrivent à utiliser à des fins inavoués, comme on le constate aujourd'hui. Même si nous avons des constitutionnalistes à la trempe de professeur Olo qui reviennent et nous rafraîchissent notre mémoire sur les jurisprudences en matière de parrainage, que le parrainage devrait être institut personné. Et si aujourd'hui, dans la réforme, on ramène le parrainage au niveau des partis politiques, lesquels partis politiques souffrent d'une légitimité, parce que n'ayant pas réussi à faire sortir un certain nombre de Béninois au cours des dernières élections, le ver se retrouve dans le fruit. Que devons-nous faire aujourd'hui? Nous devons, nous, journalistes, objecteurs de conscience, tout faire pour réinventer la société civile. Parce que vous devez remarquer que le rôle que le professeur, l'éminent professeur, l'éminent juriste, l'éminent avocat, Diogbenou jouait quand ils étaient au niveau de la société civile, le rôle de tempérance, le rôle de conciliation, il n'y a personne qui joue ce rôle aujourd'hui. C'est ça qui fait que nous voyons les acteurs politiques s'affronter. Et ça ressemble à un jeu d'enfants autour des questions d'enjeux nationaux. Donc nous devons aller vers l'émergence des acteurs qui ne se réclament véritablement d'aucune tendance, mais à qui l'État doit donner des moyens. L'État doit donner des moyens à ceux qui, parce que ce n'est pas seulement les partisans à qui l'on prend ton argent, mon argent, à qui l'on donne l'argent, qui ne font absolument rien, qui font des balades de santé. Sur le terrain, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, le code dont on parle, nous allons voir les opposants de circonstances, parce que n'ayant pas gagné les élections sur la base des propositions alternatives à ce que nous avons aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas une autre offre politique aujourd'hui que l'offre politique du président Patrice Talon. Il n'y a pas une autre manière de développer mieux le pays aujourd'hui que ce qu'il fait aujourd'hui. Moi, je viens de circuler tout à l'heure sur la route. J'ai vu que les réalisations sont bien faites et mieux faites. Mais au même moment, hier, j'ai pris part à l'échangeur de Godomain pour aller vers Paou. Mais j'ai vu que les pistes cyclables ne sont pas réalisées. J'ai vu que les carrefours giratoires ne sont pas réalisés. J'ai vu que la nuit, il n'y avait pas de lampe. Il n'y a pas ça pendant que le président Patrice Talon est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des acquis. Nous ne disons pas que tout est mauvais. Nous n'avons même pas intérêt à le dire parce que nous avons pratiqué tous les politiciens. Et autant ils n'œuvrent que pour leurs considérations nombriliques. Et nous devons le savoir. En tant qu'objecteur de conscience, nous devons savoir comment agir pour que tout au long de l'histoire, l'on ne nous mélange pas aux acteurs politiques qui défendent des intérêts sectaires. Et c'est en cela que je dis, le code est voté, les débats sont houleux, les uns et les autres apportent leurs éléments de preuve, que ces éléments soient justifiés ou subjectifs.
les regards sont tournés vers la cour constitutionnelle, qui se retrouve entre le marteau et l'enclume. Nous allons voir un peu de quoi demain sera fait. Mais nous devons reconnaître également qu'au Bénin, le mouvement populaire est mort. Aucune démocratie ne se nourrit de la sclérose, de la tétanisation du mouvement populaire. La grève doit revenir aux travailleurs. Même si on ne doit pas aller... Non, même si on ne doit pas aller vers les débats systématiques. Parce que, reconnaissons-le, l'interdiction de la grève nous a permis d'avoir des années scolaires sans grève. Nous avons des parents d'élèves qui ont apprécié cela.